Bonjour à toutes et à tous. On va poursuivre cette journée avec une première série d'interventions autour des fonds d'archives. Je remercie encore les organisateurs de nous avoir réunis aujourd'hui. Vous avez ce matin 4 intervenants qui vont nous détailler, dans la continuité de ce que vient de présenter Fabrice Bourret, le premier enjeu de notre journée, c'est-à-dire de bien contextualiser et bien comprendre les différents fonds d'archives sur lesquels on doit s'appuyer et sur lesquels les historiens peuvent poser leurs questions et leurs champs de recherche. Cette journée, vous l'avez vu, est tournée autour des parcours individuels, mais comme l'a très bien souligné Fabrice en conclusion, notre enjeu à tous, c'est de bien cerner ces parcours individuels et de voir comment on peut travailler à la fois à l'échelle de ces sujets résistants et à l'échelle du collectif. Car l'addition de ces différentes séries nous ouvre des perspectives très riches pour cerner les engagements et les phénomènes résistants. Juste de façon très courte en introduction, avant de vous présenter les différents intervenants et surtout de leur laisser la parole, les enjeux qui nous réunissent aujourd'hui, ce sont des enjeux qui traversent l'historiographie de la résistance depuis le début. Ce lien entre les parcours individuels et les parcours collectifs, c'est ce qui a vraiment structuré les premiers travaux du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. En présentant rapidement cette première table ronde, j'ai en tête un article très riche, méthodologique, de Germaine Tillon, membre de ce comité, ancienne résistante, qui évoquait au tout début de ses réflexions sur les liens entre parcours individuels et parcours collectifs des types de destin qu'il fallait relier entre eux, des types de destins qui, loin des grandes séries statistiques ou de conclusions idéales auxquelles il faudrait arriver, concluaient en disant que cette addition de types de destin, cette réflexion sur les types de destin pour ouvrir à des questions collectives était plus sûre qu'un récit personnel et plus vrai qu'un document pris isolément. C'est ce qui, je pense, va structurer nos travaux. Mais pour ça, au préalable, il faut bien maîtriser nos fonds d'archives, bien s'enrichir des perspectives qu'ils ouvrent. Pour ça, on a une table ronde très riche ce matin avec 4 intervenants. Dans l'ordre de leur intervention, tout d'abord Alain Alexandra, du service historique de la Défense, qui est chef du pôle des archives. Division des archives des victimes des conflits contemporains à Caen, avec un fonds d'archives, vous allez voir, des fonds d'archives très riches. Ensuite interviendra Lionel Dardenne, de l'Ordre de la Libération, Nicolas Texier, du service historique de la Défense, mais cette fois pour les fonds plus spécifiques présents à Vincennes, et enfin Patricia Gillet, des Archives nationales. Je vais leur laisser la parole en essayant de sortir une montre pour qu'ils essayent de tenir leur temps, avec un intérêt énorme de vous laisser à tous la parole ensuite pour toute une série de questions. Ce que je vous propose, et en accord avec les organisateurs, c'est de leur laisser la parole successivement et ensuite de nous laisser un grand temps de questions. N'oubliez pas vos questionnements, notez-les. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Alain Alexandra pour nous présenter les dossiers de résistants à la division des archives des victimes des conflits contemporains à Caen. Alain, 20 minutes. C'est parti. Monsieur le préfet, monsieur le directeur, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de présenter le fonds d'archives que nous conservons à Caen. Le fonds conservé à Caen est un fonds qui ne concerne pas que des résistants, il concerne en fait des archives de victimes de guerre de 1914 à nos jours. Sur la partie la plus importante, qui est consacrée à la Seconde Guerre mondiale, nous avons effectivement des archives de résistants qui sont, pour l'essentiel, dans des dossiers individuels qui se trouvent dans une grande sous-série, qui est la sous-série 21P, et cette sous-série se consacrant aux dossiers individuels de victimes de guerre de la Seconde Guerre mondiale, dont des résistants. Donc il y a plusieurs sous-séries dans lesquelles on va retrouver des archives de résistants. Il faut dire que chez nous, si nous avons quelqu'un dans nos archives, c'est que personne n'a pas eu de chance. C'est une personne qui a été soit tuée au combat, soit tuée par fait de guerre quand il s'agit d'un civil, soit une personne qui a été internée, arrêtée par les autorités allemandes, internée et
déportés, ou fusillés, ou massacrés. Donc, quand on a une demande chez nous, c'est une demande pour une victime, à la base. Dans ces dossiers de victimes, on va retrouver effectivement ces dossiers de titres, demande de titre et de statut. Donc le demande de titre et de statut, en fait, c'est une loi qui était de 1948 qui crée des statuts de déportés, internés, politiques et résistants. On va s'intéresser particulièrement aux dossiers d'internés et de déportés résistants. Comme vous le voyez, c'est les mêmes dates que la création de la carte du combattant volontaire de la résistance et autres. On est dans cette même nécessité de reconnaissance. Les archives des victimes des conflits contemporains sont au départ des archives du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Donc, elles s'inscrivent dans la mission du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, qui est d'honorer, de réparer et aussi de réinsérer dans la vie civile. Là, c'est essentiellement le côté honorer et réparer un préjudice. C'est-à-dire que là, il fallait arriver à trouver un moyen de mettre en avant des gens qui avaient combattu au sein de la résistance, qui avaient été arrêtés par les autorités nazies et qui avaient subi soit un internement prolongé, soit une déportation, soit être fusillés par ces mêmes autorités. Il fallait donc arriver à déterminer dans quel cadre, par exemple, cette personne avait été arrêtée. Est-ce qu'elle avait été résistante, oui ou non? Et c'est là que les archives que l'on a décrites précédemment sont utiles, puisqu'elles viennent en appui de la démarche administrative, mais aussi déterminer si cette personne avait été arrêtée pour des faits de résistance. Il ne s'agissait pas seulement d'avoir été résistant, encore fallait-il, pour obtenir le titre de déporté ou interné résistant, que cette personne ait été arrêtée pour des faits de résistance. C'est là que les choses se compliquent, et c'est là que la mission du ministère des anciens combattants et victimes de guerre a été particulière et qu'elle avait entraîné, dès 1944, une démarche de collecte de documents tous azimuts. Donc, très rapidement, je vais vous résumer cette collecte parce qu'elle est essentielle à la constitution de ces dossiers statuts. Il faut s'imaginer en 1944, au moment juste de la libération de la France, avec Henri Freinet, qui est ministre des prisonniers déportés et réfugiés, qui a pour mission principale d'organiser le rapatriement des victimes françaises parties de France, donc les prisonniers de guerre, mais aussi les déportés, les travailleurs et autres. Et il faut aussi savoir qui est parti. Pour savoir qui va revenir, il faut savoir qui est parti. Et pour savoir qui est parti, eh bien, il faut trouver des archives. Donc on est déjà là, dans une mission de collecte. C'est-à-dire que des missions vont être créées du ministère des déportés, prisonniers, réfugiés, qui vont partir d'abord sur le territoire français, parcourir les prisons, les préfectures, tous les endroits où les autorités nazies ont pu exercer leur pouvoir, ou au moins, ça résonne un peu, exercer leur pouvoir, ou au moins, je dirais, participer avec les autorités de Vichy à une activité de répression, consulter ces archives, récupérer ces archives, et au départ, les stocker tout simplement par ordre alphabétique, pour savoir quelles étaient les victimes potentielles, quelles étaient ces victimes, où elles étaient allées, qu'est-ce qui leur était arrivé. Ça va être essentiel pour la suite du travail lorsqu'il va y avoir la création de ces dossiers statuts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a ces archives-là, on a des preuves réelles de ce qu'il s'est passé. Il faut imaginer que ces archives ont commencé en France, et puis au fur et à mesure, sont arrivés des territoires contrôlés par le Reich. Donc on va avoir des archives qui vont concerner les prisons, on va avoir des archives concernant les préfectures, ils vont avoir des dossiers de tribunaux allemands, et on va avoir aussi des archives de camps de concentration. Tout cela, au départ, c'était pour identifier. Cette phase d'identification étant faite quelque part, avec la création du titre de déporté résistant et d'interné résistant, cela va permettre d'aller un petit peu plus loin dans la démarche administrative. C'est-à-dire que là, on en arrive au niveau de la preuve. Donc, voilà, quand on voit
le type de documents qu'on va voir, je vous ai expliqué, il y a effectivement des documents qui sont fournis par les demandeurs. Alors les demandeurs sont soit, quand la personne est revenue de déportation, le déporté lui-même, ou d'internement par exemple, soit sa famille. Et donc, ils vont faire une demande, donc ils vont apporter des archives. Donc dans ces dossiers, on va voir les archives qui sont apportées par les... donc le formulaire, généralement, est-ce que ça fonctionne? Ah oui, voilà. Donc ça, c'est le formulaire que l'on retrouve généralement pour partout. Et donc, la demande faite par le résistant, là, dans ces cas-là, c'est la personne elle-même, donc qui va expliquer son parcours, qui va dire ce qui lui est arrivé, donner ses dates d'internement, dire les circonstances, par exemple, aussi, de sa libération. Voilà. On va retrouver aussi les choses qu'elle va amener elle-même et qui sont des attestations. Donc, ils sont soit les attestations, bon, on l'a vu, par rapport à l'appartenance à un réseau, soit des attestations de compagnons de déportation ou d'arrestation. Donc là, c'est les choses qu'on va retrouver dans les dossiers de Vincennes. Donc, ces dossiers d'appartenance à un réseau. Voilà. Et d'autres qui vont être manuscrites, qui vont être faites par ses compagnons. L'administration elle-même, forcément, produit des documents dans ces cas-là. Donc, elle va utiliser les documents qu'elle va avoir conservés et aussi ce qu'elle va demander à d'autres services pour aller plus loin dans l'enquête. Il faut bien se dire que c'est quelque chose d'assez complexe, au fait, pour obtenir ces titres de déportés résistants, parce que, comme je vous l'ai dit, ce qui compte, c'est les circonstances d'arrestation. Ce n'est pas uniquement le fait d'être résistant. On peut très bien avoir été résistant et avoir été arrêté dans des circonstances très différentes. Les autorités nazies ne ciblaient pas nécessairement une arrestation sur quelqu'un. Il y a des rafles, il y a des moments où les personnes sont arrêtées pour d'autres raisons. Donc voilà, ce qu'on va essayer de trouver déjà, c'est les preuves directes des choses qui sont de l'arrestation elle-même ou immédiatement après. Donc par exemple, les fiches dites qu'on appelle de Brinon. Donc de Brinon, c'était ce fonctionnaire français qui était ambassadeur, qui avait un lien justement qui faisait le lien entre les autorités françaises et les autorités allemandes dans le cadre justement des arrestations et pour éventuellement aussi faire des interventions pour des libérations. Donc il y avait les préfectures qui envoyaient tous les mois des listes d'arrestations. Ces listes d'arrestations étaient dépouillées et on faisait un fichier nominatif dans lequel il y avait justement les motifs d'arrestation. Donc on peut en avoir une ou plusieurs pour une personne. Donc voilà ce à quoi ça ressemble. Alors parfois avec photo, c'est plutôt rare. Généralement il n'y en a pas. Donc vous avez des petites fiches rouges avec le lieu d'arrestation, le domicile de la personne et les raisons pour lesquelles la personne avait été arrêtée et internée. Ça, c'est une fiche importante, c'est au moment du retour, quand un prisonnier ou un déporté ou autre revient en France en 1945, il passe par des centres de rapatriement. Ce centre de rapatriement établit automatiquement une fiche médicale de rapatriement. Cette fiche médicale est un des premiers papiers que reçoit la personne lorsqu'elle revient. Il faut bien imaginer que quand le déporté revient, il n'a plus de papier, il n'a plus rien du tout. Donc c'est les premiers papiers d'identité qui leur sont remis. En fait, il y a plusieurs volets à ces documents-là. Nous n'avons que le volet fiche médicale. Il y a d'autres volets qui sont des volets qui sont comme une carte d'identité notamment. Donc là, ça permettait de prouver, au moins, de voir que les personnes, en fonction de ce qu'elles racontaient, d'où elles revenaient, et quel a été vaguement son destin. C'est généralement dans la partie qui se trouve, alors si ça fonctionne, là, ici, vous avez généralement l'endroit où la personne se trouvait la dernière fois. Voilà. Et là, vous avez, tout en haut, ici, une appréciation qui était donnée. Alors celle-là, elle donnait en 1945, on était déporté politique. À l'époque, on ne se pose pas la question de savoir si la personne est déportée résistante ou politique, on met déporté politique. Donc ici. Voilà. Là, vous avez la date à laquelle la personne est rapatriée, et là, toutes les informations que l'on peut avoir. La deuxième partie étant beaucoup plus sur le médical, généralement un examen très rapide qui est fait de la personne, savoir dans quel état elle rentre, ce qui va permettre aussi de savoir comment on va la ramener chez elle.
Est-ce qu'on va la laisser repartir normalement, ou est-ce qu'il va falloir prévoir des convois spéciaux pour pouvoir les ramener chez eux? Donc, parce que comme je vous l'ai dit, nous, on a effectivement dans ces cas des déportés qui sont revenus de déportation, mais il y a tous ceux pour lesquels, malheureusement, le destin était beaucoup plus tragique. Pour les décédés, on va retrouver des documents équivalents. Donc on va toujours retrouver ces fiches de Brinon. On va retrouver, quand on en a, d'une fiche ou des extraits de liste dans une prison ou d'un centre de détention en France. Et, plus intéressant, des fois un dossier individuel de demande de régularisation de l'état civil avec demande de mention mort pour la France, des demandes de renseignements effectuées par les proches de la famille et de la correspondance rédigée par les proches. Donc là, c'est par exemple quand la personne a disparu, ce qui se passe généralement en 1945, vous imaginez que pour les déportés, la famille n'a plus de nouvelles. Donc, quand la personne est parvenue au bout d'un moment, la famille fait une demande de recherche. Donc on fait une demande de recherche, on va au bureau du ministère des Anciens Combattants, enfin du ministère des Déportés et Réfugiés à l'époque, et on remplit une demande de recherche avec ou sans photo lorsqu'on en a, pour essayer de faire comprendre, enfin essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est-à-dire les dernières nouvelles que l'on a pu avoir de la personne, pour savoir si elle est décédée ou non. C'est très important à l'époque de savoir si la personne est décédée, car il faut bien imaginer qu'à partir du moment, dans une famille, si une personne n'est pas déclarée décédée, il y a, outre l'aspect reconnaissance, il y a un aspect très très matériel qui fait que tous ces biens sont gelés. Donc pour la famille, quand il s'agit par exemple de l'époux ou du soutien de famille, ne pas avoir de nouvelles, ne pas savoir, c'est se retrouver dans une situation totalement bloquée. Donc il y a ce premier aspect, il faut savoir si la personne est décédée ou non. La demande d'attribution de mention vient en second. Donc là, ça va être aussi des courriers qui sont envoyés au ministère ou des nouvelles qui sont données par d'autres. Voilà. Après, qu'est-ce que fait l'administration? Elle établit un acte de décès quand la personne est reconnue décédée. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans les dossiers de décédés. On va retrouver aussi beaucoup d'autres choses dans un dossier de décédé. On retrouvera aussi des attestations, on retrouvera d'autres choses. On va retrouver le parcours aussi de la personne en déportation, si elle a été déportée, de façon à affirmer les causes du décès et savoir pour quelles raisons la personne s'est retrouvée dans de telles conditions. Alors, on a aussi des documents qui sont demandés par le service effectuant l'instruction, donc le ministère des Anciens Combattants. Voilà, et tout ce qui est donné, tout ce qui peut être de nature à confirmer ou à infirmer les renseignements fournis par le demandeur. Car à partir du moment où on demande le titre de déporté résistant, il faut le prouver. Comme je vous dis, il faut prouver effectivement que la personne a bien été arrêtée pour des faits de résistance. Et il faut donc autre chose que les simples affirmations de la personne. Et quand ce que l'on a dans le fond d'origine ne suffit pas, eh bien il faut poursuivre l'enquête. Donc on va poursuivre l'enquête avec des demandes qui sont faites à des services extérieurs, comme des enquêtes de gendarmerie, des rapports des services de police, de façon à ce qu'il y ait une enquête de proximité qui soit faite autour de sa famille, autour d'anciens camarades de résistance, pour essayer de savoir si, effectivement, la personne a bien été déportée ou arrêtée pour un fait de résistance. Une fois toutes ces... voilà. Plus on demande, effectivement, bien entendu, à la Croix-Rouge internationale de faire une recherche, notamment au sein du tout nouveau service international de recherche, pour essayer de trouver toutes les sources manquantes que le ministère ne pouvait ne pas avoir et ce que n'apporteront pas, par exemple, les informations de la gendarmerie ou les informations de la police. Donc, une fois toutes ces preuves rassemblées, le ministère va statuer d'abord au niveau départemental, et puis après au niveau de l'État, si oui ou non il estime suffisantes les informations fournies et les informations recueillies pour attribuer ou non un statut de déporté résistant. Voilà. Donc, on va aller vite parce qu'il me reste à peine 5 minutes. Donc, le document le plus important pour la famille ou pour le demandeur, c'est celui-là, c'est la décision d'attribution. On attribue ou pas. Généralement, quand ça n'est pas attribué, je vous dirais que sincèrement, l'explication fournie est très vague. On dit simplement que la personne ne conditionne pas complètement je dirais, au cadre de la loi, sans aller plus loin. Voilà, ça c'est les fiches de recherche, elles sont très utiles chez nous parce que mine de rien, c'est ce qui nous permet bien souvent d'arriver à avoir un résumé très rapide d'un parcours en captivité ou en déportation.
puisque là, c'est véritablement fait par les services de l'époque qui consultaient toutes leurs archives et qui se faisaient, on n'avait pas d'ordinateur fatalement à ce moment-là, donc faisaient régulièrement des fiches récapitulatives. Voilà. Donc, bon, j'ai pas beaucoup d'autre temps. Sachez que ces dossiers-là correspondent environ à, pour les déportés internes et résistants, environ 60 000 dossiers chez nous, pour ceux qui ont obtenu le titre. Hein. Il y a beaucoup d'autres résistants qui n'ont pas obtenu le titre et qu'on va retrouver aussi dans nos archives. Vous complétez cela avec les dossiers, ce qu'on appelle de la sous-série mort en déportation, qui est en fait faussement appelé comme ça, parce qu'il s'agit en fait de dossiers de régularisation d'état civil de Français morts outre-Rhin, mais qui comprennent bien entendu énormément de déportés. D'ailleurs, ces dossiers-là, généralement, fusionnent et le dossier statut et le dossier de décès. Voilà, parce qu'il fallait effectivement, dans ce cadre-là, dans une mention mort en déportation, fusionner les deux. Voilà, écoutez, je vous remercie. Et puis... Merci beaucoup, Alain. Écoutez, on va enchaîner. On a exploré un grand fond sur lequel on pourra revenir avec vos questions. Et on a ouvert un grand champ de questionnement aussi via l'histoire de la répression. Qui, comme tu nous l'as montré, nous donne beaucoup de documents sur les arrestations et donc sur les actes et sur les engagements.